Chers Turbalaises, Turbalais, je vous remercie d'être présents sur notre chaîne YouTube. Comme vous le savez, aucune réunion en présentiel ne peut avoir lieu. Je suis en présence de mon adjoint à l'urbanisme, M. Gérard Brion, de Mme Annabelle Fleury, de l'entreprise de la Boîte de l'Espace, ainsi que Mme Céline Robert, notre DGS. Notre PLU permet l'émergence d'un projet pour notre ville, prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales d'aménagement, ainsi que les spécificités de notre commune. Il détermine donc les conditions d'un aménagement respectueux des principes du développement durable, en particulier par une gestion économique de l'espace et répondant aux besoins du développement local. Maintenant, je vais laisser la parole à Mme Fleury, qui va nous présenter les grandes orientations de notre futur PLU. Mais je voulais ajouter, à l'issue de cette présentation, vous pouvez poser des questions via le chat mis à votre disposition sur la chaîne YouTube. Bonsoir, merci. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est donc de balayer ensemble différents sujets autour de ce plan local d'urbanisme, de faire un point sur le contexte dans lequel nous intervenons ce soir, où en est-on en termes de calendrier. On règle un problème de son, c'est ça ? Où en est-on en termes de calendrier, de comprendre la logique, en fait, comment les élus ont-ils travaillé autour du projet d'aménagement et de développement durable, comment ça a été traduit dans certains outils. Et puis, à chaque moment, en fait, nous allons nous interrompre pour échanger, pour donner du temps et laisser la place aux réponses que l'on peut vous apporter. Puisque vous pouvez participer ce soir, vous pouvez formuler vos remarques. Donc, c'est la première fois que la commune met en place ce format de réunion publique. Donc, voilà, on se teste un peu aussi tous. Donc, vous pouvez formuler vos remarques par écrit à défaut d'être présent. Donc, par mail à l'adresse suivante, donc communication@laturbal.fr. Cela apparaît aussi dans le fil de la conversation que vous retrouvez sur la vidéo. En précisant dans l'objet du mail PLU, donc vous pouvez formuler votre remarque brièvement. Gunvel Pédron, donc urbaniste avec moi à la Boîte de l'Espace et aux manettes pour lire, en prendre connaissance, et on essaiera d'y apporter d'une manière assez dynamique des réponses autant que possible. Donc, autre option, si vous disposez d'un compte YouTube, Gmail, Google, etc., vous pouvez directement formuler vos commentaires dans la conversation qui est liée à la vidéo. Donc, vous avez deux options possibles. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas Internet ou que vous ne souhaitez pas intervenir dès ce soir, vous avez toujours la possibilité de venir en mairie, où est à votre disposition un registre de concertation et y mentionner vos remarques. Autre option possible. Donc, afin de rentrer dans le vif du sujet, on va consacrer un premier temps à comprendre et vous rappeler, vous donner les clés de lecture pour comprendre qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme et où en est-on, quel est le contexte. Donc, le plan local d'urbanisme, vous devez le connaître, l'utiliser peut-être parfois. C'est l'outil pour gérer l'urbanisme au quotidien que vous connaissez à travers son règlement, son zonage. Quand vous souhaitez déposer un permis pour une nouvelle construction, pour une extension, pour modifier une clôture, etc., c'est l'outil auquel on se réfère. Mais c'est aussi un outil pour protéger et révéler certains éléments de patrimoine, de paysage. Donc, c'est bien toutes ces dimensions-là qui sont inscrites dans un plan local d'urbanisme. Et puis, ces règles, ce que vous retrouvez finalement dans le zonage, le règlement, ce sont des choses qui sont mises en place au service d'un projet de territoire. Un projet de territoire qu'ont travaillé les élus, la commission d'urbanisme,
et qui s'appelle dans un PLU le projet d'aménagement et de développement durable. Donc on l'appelle le PADD. C'est bien ce qui a été travaillé à la Turballe et que l'on va à la fois vous exposer ce soir et vous présenter quels sont les outils qui sont pressentis pour être mis en place pour répondre à ces enjeux. Alors, juste pour rappeler comment on travaille justement un PLU, comment on fait. Un PLU, c'est une démarche dans laquelle s'engage la commune. La commune s'est engagée à réviser son PLU. Et ça procède d'une logique qui est un peu toujours la même chose. C'est une première longue phase d'étude qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. On prend le temps de se poser les bonnes questions. On prend le temps de regarder quel constat peut-on faire, quelles sont les dynamiques du territoire. C'est la phase qu'on appelle le diagnostic. Suite à quoi on identifie quels sont les enjeux, on se projette à 10 à 15 ans et justement on retranscrit les grandes orientations, à savoir qu'on inscrit dans un projet d'aménagement et de développement durable, projet de territoire dont je vous parlais juste avant. Ensuite, phase suivante, on gravit un peu les marches. On se donne des outils pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on met en place? C'est bien ça, le zonage, le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation. Je présenterai ces outils par la suite. Et on finit par bien expliquer, formaliser, se justifier, avoir testé tout au long de ça aussi l'approche environnementale, comment on y répond, puisqu'on est aussi soumis à évaluation environnementale. Et c'est bien toutes ces étapes qui forment le temps d'étude. Ce temps d'étude, c'est vraiment la première partie de la démarche d'une révision de PLU ou de prescription. Alors, est-ce que c'est seulement une affaire d'élus? Non, puisque sinon on ne serait pas là ce soir. C'est une démarche qui est marquée par 4 temps forts en conseil municipal, en plus des temps qui sont faits entre élus en commission. Donc on a prescrit la révision du PLU, on a débattu en conseil municipal le projet, il sera ensuite arrêté puis approuvé. Donc ce sont bien ces 4 étapes qui marquent l'avancée du PLU. Et ce temps d'étude, ce premier temps dans la démarche, est nourri en fait de contributions. Les élus, bien sûr, discutent entre eux, mais vont aussi être interpellés par plusieurs avis, notamment donc la population, le grand public qui peut émettre, qui est associé, qui est concerté dans le cadre de cette démarche. C'est le sens aussi des communications municipales qui ont pu être faites jusqu'à présent dans les bulletins municipaux, de l'exposition qui est en mairie, dans le hall de la mairie, du registre de concertation. Bref, ce sont des formats de concertation. Et puis, donc, le rôle aussi, les apports des personnes publiques associées. C'est le nom qui désigne ces personnes, ces institutions partenaires, donc c'est la région, le département, Cap Atlantique, les chambres consulaires, donc chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, chambre d'agriculture. Voilà, tout ce collège d'acteurs publics qui va aussi regarder le PLU, qui est associé, qui plus tard émettra un avis et qui en attendant participe ou donne son conseil, sa position sur certains points. Ce sera suivi, donc ça c'est vraiment tout ce premier temps d'étude. On arrêtera, donc l'arrêt est prévu a priori à la fin du mois de mai. On arrêtera une première version du dossier, donc l'arrêt c'est vraiment le dossier complet de PLU, qui va ensuite entrer dans une phase qu'on appelle plutôt administrative ou de consultation. C'est-à-dire que le dossier va partir pendant 3 mois être épluché par ce collège d'acteurs, ces personnes publiques associées qui formaliseront un avis. Il va passer dans des commissions départementales. Bref, plusieurs étapes et plusieurs filtres, regards sur le dossier. À la suite de ces consultations, il sera donc mis à l'enquête publique. Et puis, le commissaire enquêteur rédigera son rapport, et puis il fera l'objet de modifications sur la base de ses avis et contributions, ce qui amènera le vote final en conseil municipal d'approbation, suite à quoi il sera enfin applicable. Donc ça, c'était pour balayer toutes les étapes. Et où en est-on aujourd'hui ?
Concrètement, dans ce schéma, ce sont des études qu'on a entamées avec la commune en début 2019. La phase étude a d'abord été menée jusqu'à la veille des élections l'an dernier, avec un premier arrêt en mars 2020, qui avait été précédé de réunions publiques, de réunions de concertation. Et puis, comme vous le savez, le renouvellement d'équipe a aussi généré une mise en pause du dossier, avec la volonté en fait de se réapproprier le travail, le contexte, de comprendre quel était cet objet qui avait été arrêté, ce PLU, qu'est-ce qu'il y avait concrètement dedans. Est-ce que c'était en phase ou pas avec les projets portés par la nouvelle équipe, et comment pouvait-on poursuivre ? Prendre connaissance du contexte a été une des étapes de réflexion aussi de cette commission et des nouveaux élus, puisque un PLU, les élus ne le font pas tout seuls, sans cadre. C'est une procédure et un contenu qui sont véritablement cadrés par le Code de l'urbanisme, qui fixe les règles du jeu pour tout PLU en France. Et à partir de là, les élus composent entre eux, justement, ces figures imposées qui sont fixées par les lois, le Code de l'urbanisme, qui fixe un certain nombre de points auxquels on ne peut pas déroger. On a aussi des orientations partagées, des schémas qui s'imposent aussi à la commune, que ce soit à l'échelle régionale ou intercommunale. On pense notamment au SCOT, au schéma de cohérence territoriale de Cap-Atlantique, qui a été approuvé en 2018 et qui a justifié notamment la révision du PLU pour être mis en compatibilité avec le SCOT. Et puis enfin, c'est bien là tout l'intérêt, cette notion d'arbitrage politique locaux qui sont faits dans ces cadres-là. C'est là où est la place aussi à certains choix. Je parlais du SCOT et de la stratégie à l'échelle de Cap-Atlantique. Elle est importante puisque le SCOT fixe des objectifs qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, avec lesquels le PLU doit être compatible. Le SCOT pour la Turballe est important aussi puisqu'il identifie bien la Turballe comme un pôle d'attraction locale résidentielle, économique, touristique, nécessitant une offre de services appropriée. Et c'est fondamental pour aussi placer le rôle de la Turballe, sa responsabilité, à l'échelle de la presqu'île guérandaise, en étant conscient que la Turballe joue quand même un rôle à part dans les communes de la presqu'île. En termes d'objectifs quantitatifs, le SCOT précise des choses et des objectifs pour la Turballe, à savoir un rythme de 40 à 50 logements par an d'ici 2035, un cap démographique, donc une évolution d'au moins 3% de croissance en visant 4 800 à 5 000 habitants selon les hypothèses projetées, en insistant aussi sur la notion de production de résidence principale, c'est-à-dire que ce cap démographique, cette croissance, grossir en termes d'habitants, c'est accueillir des habitants et notamment des résidents à l'année, d'où cette notion-là qui est importante aussi. Et puis, quand on parlait des autres éléments de contexte qui ont été à prendre en compte, on a quand même à la Turballe deux gros projets qui concernent véritablement la Turballe, qui sont portés par le département, à savoir le port, ses travaux d'aménagement, de renforcement, sa dynamisation, avec des effets qui sont directs, donc on le voit, les travaux, tout ce qui tourne véritablement autour du site du port, mais aussi des effets indirects attendus en termes d'emploi, de besoins en logement des actifs et des emplois générés. Bref, toute une dynamique qui peut se mettre en place, qu'elle soit en termes d'activité à l'année ou d'économie touristique. Et puis, autre projet, le barreau Guérande de la Turballe, qui peut aussi orienter ou revoir une nouvelle organisation des flux sur la commune. Donc ces projets ont été pris en compte, c'était le cap qui nous était donné, et ce qui a permis aussi de compléter tous les travaux qu'on a pu faire, qui ont déjà été présentés, que vous retrouvez présentés en mairie, sur le diagnostic, sur qu'est-ce qui fait vraiment l'identité de la Turballe aujourd'hui, quelles sont les dynamiques importantes. Et tout ce travail nous a amené l'équipe municipale à débattre d'un nouveau PADD, donc il y a quelques semaines, le 23 mars, en conseil municipal,
pour retranscrire, à la fois repartir, il y avait une base qui existait, mais mettre à jour ce document sur la base de leurs nouveaux projets, notamment. Ce document a été mis en ligne sur le site internet de la commune. Donc vous pouvez en prendre connaissance dans sa globalité. C'est vraiment la pièce PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, que vous pouvez lire, consulter les cartes. Je vais le présenter brièvement ce soir sur ces grands axes, mais voilà, vous avez cette possibilité de le consulter en marge de la réunion. Et donc, si ce soir nous sommes réunis, c'est notamment pour partager et débattre avec la population ce projet, vous le présenter, vous présenter aussi, vous donner les clés de lecture pour le temps suivant qui vous concernera, puisque une fois arrêté, comme je l'ai dit, le dossier partira en consultation, mais vous serez amené à vous exprimer à titre plus personnel dans le cadre de l'enquête publique si vous le souhaitez. Donc en tout cas ce soir c'est vraiment donner à partager et à débattre les grandes orientations du projet, présenter quels sont les outils qui devraient être mobilisés et sur lesquels vous pouvez réagir. Et puis on retournera voir les personnes publiques associées avant l'arrêt prévu donc fin du mois de mai pour représenter ce projet et avoir aussi leur contribution. Donc, ce qui est présenté ce soir constitue des documents de travail, une étape. Il fallait avancer, il fallait formaliser des choses pour pouvoir les présenter à la population. Mais ce sont encore des documents de travail amenés à évoluer jusqu'à l'arrêt du projet. Donc, comme je le disais, l'arrêt est prévu fin du mois de mai en conseil municipal. Et ensuite, s'en suivra donc cette phase administrative avec les 3 mois de consultation et l'enquête publique. Peut-être faire un point sur des questions éventuelles ou des remarques sur cet aspect qui était vraiment lié au contexte et au calendrier. Alors, pour l'instant, pas de questions, mais bon, on rappelle que vous pouvez commenter en direct sur le chat si vous avez un compte, et sinon, vous envoyez tout simplement votre question à communication@laturbal.fr. On continue pour bien comprendre le contexte et de quoi on parle. Donc tout à l'heure, je parlais de figures imposées par le Code de l'urbanisme. Pour comprendre le projet d'aménagement et de développement durable, pour comprendre ce que les élus ont formalisé, pourquoi on parle de tel ou tel sujet dans ce document, il faut savoir que le Code de l'urbanisme impose aux élus, à chacun, de réfléchir intérêt collectif et de mettre en perspective beaucoup de sujets qui sont très transversaux. Donc certes, le PLU, on parle d'urbanisme, d'aménagement, mais on parle aussi de transport et de déplacement, de préservation des paysages, de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, de préservation des continuités écologiques, donc c'est le terme pour évoquer tout ce qui est biodiversité, préservation de la faune, de la flore. On parle habitat, on parle équipement, réseau d'énergie, communication numérique, mais aussi commerce, activité économique et loisirs. Donc finalement, à ce stade, dans le projet, on met plein de choses, c'est plein d'ingrédients, et que les élus doivent traiter, prioriser, mettre en cohérence tous ensemble. Concrètement, les questions que le groupe de travail a pu se poser, c'est quel logement favoriser, pour quelle population, qu'est-ce qu'on va produire sur les années à venir, ce qui renvoie au constat qu'on avait pu faire sur justement la place des résidences principales, le coût des logements sur la commune, comment accueillir des jeunes ménages. On se pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'on doit protéger. Est-ce que les protections qui étaient mises en place étaient suffisantes ? Qu'est-ce qui fait notre identité locale ? Pourquoi on irait les protéger ? Quel sens ça a ? Quelle capacité d'accueil a le territoire ? Quel équilibre aussi, habitants, emploi, résidents à l'année, résidents touristes, qui apportent aussi une dynamique et qui sont essentiels pour la commune. Et puis, comment organise-t-on les fonctions ? Comment, des questions très concrètes, comment maintient-on un centre-bourg vivant, animé, où on aime se promener pour acheter son pain, etc. Donc vous voyez, c'est des questions très concrètes qu'on traite sous différents aspects.
Ce qui a amené en fait les élus, donc la nouvelle équipe, à s'inscrire pour le coup dans le prolongement de l'ancienne équipe sur les grands constats, les grands axes du projet d'aménagement et de développement durable, qui n'ont pas changé. En fait, le document a changé plutôt à la marge en tout cas proportionnellement, mais parfois sur des gros sujets. On reste toujours, donc ces éléments, vous les retrouvez toujours pareil en mairie. Il y avait eu des communications dans le Turbalet et vous avez ce document complet, je le rappelle, en ligne sur le site internet de la commune. Et donc ce document s'organise toujours sur ces 4 axes qui sont d'affirmer la Turbale comme une place portuaire dynamique du XXIe siècle, de révéler le patrimoine terre et mer, d'affirmer, de continuer à soutenir cette vocation de station touristique, mais aussi animée à l'année, ce qui est assez différenciant, notamment par certaines communes de l'environnement de la Turbale. Et puis de vraiment porter une attention à la qualité du cadre de vie sous différentes formes pour les habitants. Les chiffres clés de ce document s'inscrivent dans la droite ligne de ce qui a été défini et posé comme objectif par le SCOT. La Turbale assume sa responsabilité de pôle local, d'attraction sous différents aspects. En s'inscrivant dans ce cap vers 5000 habitants d'ici 12 ans, d'ici 2032-2035, donc à l'horizon du SCOT, de s'inscrire dans cette production de logements, de 40 à 50 logements, ce qui correspond à peu près à ce qui avait été vécu sur les périodes passées. Et puis, un élément important, là où l'État aussi regarde, c'est la question de la modération de la consommation de l'espace, et donc de s'inscrire avec 17 hectares en extension. Je reviendrai sur ces chiffres clés. Et j'oubliais sur la question du logement, un souci particulier sur la création d'une offre, la poursuite de production d'une offre à loyer maîtrisé, puisque vous le savez, sur la presqu'île guérandaise, sur tous les territoires littoraux, c'est notamment une préoccupation, notamment de maintenir des jeunes ménages, mais aussi des résidents principaux en général, pour soutenir aussi les commerces toute l'année. Donc cette offre de logement à loyer maîtrisé est importante aussi dans le projet. Alors, je parlais de 40 à 50 logements par an, donc sur 12 ans, si on se projette, ça fait environ 580 logements. Comment ils seront répartis? Où est-ce qu'on va les produire? C'est forcément une question qui intéresse le PLU et comment on va zoner, définir les choses plus précisément. L'exercice qu'on a mené, c'était d'évaluer le potentiel en densification, concrètement, la division de terrain, l'opération d'achat, démolition, reconstruction, etc. Il y a des choses qui se font comme ça sans aller forcément définir des opérations en extension. Donc on a quantifié, en fait, on va avoir à peu près 545 logements en enveloppe urbaine, donc 3/4 des logements qui vont être faits dans cette notion de, si on prend les contours de l'urbanisation aujourd'hui, on a 75% de logements qui pourront être produits, notamment par des opérations qui vont être maîtrisées par la collectivité, mais aussi par des opérations privées, que ce soit des promoteurs ou des par des divisions de terrain, comme on peut l'observer. Et puis 135 logements qui vont être faits en extension de l'enveloppe urbaine, que vous retrouvez sur les sites du Clos des Simons, donc la tranche 2, la poursuite d'opération, et puis le Clos Morat. Concrètement, vous retrouvez ici le schéma de ces opérations, les grandes opérations de production de logements. Ça va être donc la poursuite du Clos des Simons sur sa tranche 2, puisque la tranche 3 a été retirée par rapport à celle qui était inscrite dans le PLU précédent. L'opération de la Marjolaine, avec une partie Marjolaine ouest, et puis dans les choix de la nouvelle équipe, ça a été de diviser ce qui était prévu sur la Marjolaine Est entre une partie activité et une partie habitat, j'y reviendrai. Le Clos Morat, lui aussi, réduit par rapport au choix de l'équipe précédente, et puis le secteur Europe, dans le prolongement de l'opération existante des Dornabas. Donc au final, voilà, on retrouve sur cette mobilisation où seront portées les plus grandes opérations, ce sont sur ces secteurs.
Donc concrètement, comment cela va se traduire dans le PLU? C'est ce que je vais vous présenter juste après par type. Juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué un PLU, dans un PLU, dans les outils, ce qu'on appelle les outils, vous avez 3 grandes familles de pièces. Le règlement, donc le zonage, le règlement, ça fonctionne ensemble. Les orientations d'aménagement et de programmation, ce sont des principes, à la différence du PLU avec lequel vous devez être conforme quand vous déposez votre permis. L'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation, va être instruit dans un rapport de compatibilité. Est-ce que ce que vous présentez est compatible avec les orientations qui ont été définies? Et puis en parallèle, il faut savoir qu'il y a toujours les servitudes d'utilité publique. Chez vous, par exemple, c'est le plan de prévention des risques littoraux qui dispose de son propre règlement, de son zonage, et qui s'impose de fait au projet. Et chacun de ces outils, on peut les composer plus ou moins à la carte, avec des niveaux d'intensité différents, selon ce qu'on veut encadrer. Toujours pour rappel, pour le coup, les servitudes d'utilité publique sont définies et données par l'État. Ça n'est pas revu à l'échelle de la commune, en fait. Donc, pour traduire ce projet en zonage, règlement, orientation d'aménagement, etc., on ne partait pas de rien, puisqu'il existait un PLU en 2010. Donc, si les axes de projet ont pu être revus, en tout cas le zonage et les outils mobilisés, ça a constitué une base à réinterroger. On l'a réinterrogé sous plusieurs aspects. Il s'agissait de simplifier les choses pour donner à voir aux habitants la logique en fait, du projet communal tel qu'il a été conçu, de sécuriser le dossier, le PLU, en le mettant en conformité et en compatibilité, notamment avec les grandes orientations du SCOT, qui prévoient des choix avec lesquels on doit se justifier, d'adapter le zonage, le règlement, les outils à l'actualité des projets, ne serait-ce que la zone porteur qui a été revue, ou des projets comme ça, et puis de favoriser l'information de la population, notamment sur les risques. Donc le zonage, comment on procède? On découpe donc tout le territoire communal en zones qui vont être de 4 types. On est soit en U, soit en zone urbaine, soit en zone A urbanisée, soit en zone N, naturelle, soit en zone A, agricole. À partir de là, quand on a fait cet exercice de découper le zonage, à chaque zone correspond un règlement. Vous retrouverez ça dans le document, donc un règlement qui définit par zone qu'est-ce qu'on peut faire en termes de ce qu'on appelle destination, sous-destination. En gros, pour chaque zone, on peut définir en justifiant pourquoi dans les zones, typiquement dans le centre-bourg, ce qu'on veut y voir, c'est une grande mixité de fonctions, donc des commerces, pourquoi pas des bureaux, des logements, etc. Il y a d'autres zones où il est moins pertinent parce que y mettre des activités peut générer des flux incompatibles, notamment avec la vocation résidentielle, où on va préférer ne pas autoriser ce type de destination. Donc c'est tout le travail qui occupe la première partie d'un règlement de zone. Suite à quoi, donc, on en vient à des caractéristiques à définir quelle hauteur on fait, quelle emprise au sol, est-ce qu'on occupe beaucoup ou pas beaucoup de la parcelle, est-ce qu'on doit respecter un pourcentage de surfaces qui n'ont pas été imperméabilisées, donc où l'eau peut s'infiltrer, quelles sont les règles de stationnement, etc. Et puis, bien sûr, des règles en termes d'équipement et de réseau, de raccordement au réseau d'eau potable, etc. Donc, à chaque zone correspond son règlement. Et puis, sur le zonage, donc on a parlé des zones, mais on peut mobiliser, et c'est bien là où se situe le choix, d'autres outils. On va les présenter, vous expliquer pourquoi ils ont été mobilisés par le projet, notamment au service de la préservation du patrimoine, du paysage. Donc, comme je l'ai dit, on a ces outils à la carte. Donc, ça, c'était le règlement. Concernant les OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation, ce qui est pressenti pour l'instant, c'est de continuer à avoir ces orientations thématiques qui s'appliquent, qui posent des principes généraux en termes de projet,
de préservation des cheminements, de densification, pour s'assurer que les projets, il faudra être compatibles avec ces grandes orientations. Et puis des OAP qu'on dit sectorielles. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur des secteurs à enjeu, où on va définir, ce sont des zooms, avec des principes à respecter. Soit on ne fait rien et le projet reste comme ça, l'existant peut continuer d'exister, soit on a envie de faire des choses sur ce secteur et il faut être compatible avec les principes qui sont définis en termes de vocation, d'accès, de déplacement, de paysage, de nombre de logements, de formes urbaines, d'implantation. Pourquoi? Ça donne un affichage et une sorte de cahier des charges à respecter vis-à-vis des voisins et de l'environnement de l'opération. Ça donne une certaine lisibilité et ils sont positionnés soit sur des secteurs en extension, soit sur des secteurs plutôt en cœur d'îlot ou avec des enjeux précis. On va faire une pause pour répondre peut-être aux remarques. Guinuel. Alors oui, on va répondre au fur et à mesure à vos questions. Donc on va remonter un peu le fil de la discussion. Donc il y avait une première question sur en fait, les différences essentielles avec le PADD de 2019. Quels ont été les changements entre le premier PADD et ce PADD-là réactualisé? Alors Annabelle ou un élu, n'importe. Annabelle, allez-y. Oui, donc alors sur les choix, c'est essentiellement ce que j'ai pu dire dans le cours de la présentation. Donc on a la réduction du secteur des conglomérat sur les zones d'extension. C'est un peu de revoir les cartes sur ces secteurs. Est-ce qu'on est obligé de mobiliser tous ces secteurs-là ou pas? Donc vous avez une réduction notamment de ce qui était prévu sur le secteur du conglomérat, où on a supprimé des zones qui initialement au PLU de 2010 d'ailleurs déjà étaient en zone 2AU, avaient été en zone 2AU me semble-t-il au PLU arrêté, et qui ne nécessitent pas d'être mobilisées dans le temps à l'horizon du PLU puisqu'on se projette à 10 à 12 ans et on a considéré que pouvait se faire ce programme de logement sans mobiliser ce secteur-là. Donc on a ce secteur-là. Un autre changement majeur en termes de projet, c'est bien sur le secteur de la Marjolaine Est, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, où vous avez le secteur Marjolaine, Super U, le commerce, les activités. Et au nord est prévu, dans cette enclave, dans le tissu urbanisé, était prévu de toute façon l'extension de cette zone d'activité, qui constitue une base arrière du port. Donc au nord de la rue du docteur Gouret. Et cette zone qui, dans le PLU arrêté, était 100% à vocation d'activité, a été revue par les élus pour intégrer une partie en logement. Donc elle est plus ou moins divisée en deux. Et la Marjolaine Ouest, oui, et après c'est des questions de temporalité du projet, où dans le cadre de l'ancien projet arrêté, on va dire que tout était mobilisable, ouvert à l'urbanisation. Aujourd'hui, on s'est vraiment intéressé sur où en étaient les réseaux et comment on pouvait ou non ouvrir à l'urbanisation. Sur la Marjolaine Ouest, elle ne sera pas ouverte à l'urbanisation immédiatement. Il faudra une modification du PLU pour l'ouvrir à l'urbanisation. Et il en va de même du secteur conglomérat dans sa totalité. Donc c'est vraiment de voir, on va dire que c'est une mise en relief qui est assez différente des sites de projets majeurs. Très bien. Alors une autre question, je vais me permettre d'y répondre rapidement. Les 17 hectares en extension sont sur quelle période? Donc on est bien sur la période, les 10-12 prochaines années du PLU. Donc on va jusqu'à quelle année à peu près? Comme on va arrêter en 2021, donc on compte plus 10, 2031, 2033. 32 quoi. 32. Alors, une autre question, on abordera le projet Pimbron et des éléments un peu plus localisés tout à l'heure quand on va parler du zonage et des OAP, notamment comme la route du Fan. Là, j'ai plus des questions générales qui vont plus être sur le PADD. Donc, notamment, voilà, des jeunes ménages qui souhaitent acheter ou construire leur résidence principale, qui sont des locaux et qui voient les prix exorbitants aussi. Qu'en est-il de ce PADD? Est-ce qu'il répond un peu à ces objectifs de jeunes ménages qui veulent s'implanter sur le territoire? Alors peut-être que vous pouvez répondre aussi, quels sont les efforts qui ont été faits un peu dans le PADD là-dessus? Ou Annabelle
C'est vrai que c'est un souci presque majeur, plus que le nombre de logements, on en a largement parlé en commission, c'est bien quel type de logement on va produire à la Turballe, avec cette notion aussi sur quel secteur on peut offrir du logement peut-être un peu moins cher. C'est une réflexion qui traverse tout le PLU. Malheureusement, le PLU à lui seul n'a pas les outils pour y répondre. En fait, on ne rentre pas dans qui va rentrer dans ce logement. On crée les conditions pour y répondre. Aujourd'hui, ce qui est mobilisable, c'est bien affiché dans le projet de territoire. C'est quelque chose, je pense, qui perdurera, et c'est peut-être pas le PLU le bon outil pour y répondre jusqu'au bout, mais d'autres choses, d'autres opérations, il y a ce souci-là dans chacune des opérations. Dans le PLU, on va vous y retrouver en fait des réponses en filigrane, c'est-à-dire que sur les notions, quand on a réfléchi au secteur de densification, au secteur, quand je parlais d'opérations qui vont être maîtrisées par la collectivité, c'est important, puisque c'est un peu sur ces secteurs-là aussi où on peut avoir un effet levier, où la collectivité peut tenter des choses un peu innovantes pour maîtriser des coûts de sortie de logement, etc. Par ailleurs, en réfléchissant sur les secteurs de densification, clairement, sur les secteurs où on sait, on a réfléchi sur quel terrain, où est-ce qu'on peut aller pour proposer aussi une offre un peu abordable, d'où la densification possible, aquapéant notamment, sur des secteurs qui sont plus en dehors des espaces proches du rivage et qui permettent en fait de répondre et d'amener cette offre. Très bien. Et du coup, des questions un peu plus localisées, notamment pour la route du Fan, où on nous demande si demain, ça sera toujours possible de diviser une parcelle et de la vendre en terrain constructible. Alors, on s'était dit qu'on ne répondrait pas à des cas particuliers, puisque ce n'est pas l'objet en fait du temps de concertation. Donc, sur des cas particuliers comme ça, je vous inviterai à prendre connaissance du dossier, reformuler la question si ce n'est pas clair dans le dossier, à l'enquête publique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout le PLU, c'est vrai de la route du Fan, c'est vrai d'autres secteurs qui sont, j'y reviendrai, en zone agricole et naturelle. Le souci a été de se mettre en compatibilité avec le SCOT. C'est vrai que le PLU de 2010 avait été fait avant la révision du SCOT, donc forcément il y a toujours un décalage, et c'est un peu le travail qui a été fait. Donc concrètement, dans ce PLU-là et dans le cadre en l'état du SCOT aujourd'hui, non, il ne sera plus possible de diviser. Oui, et j'expliquerai aussi quelles sont les possibilités, par contre, d'évolution, d'annexe du bâti existant, puisque ce n'est pas un bâti qui se meurt, mais en tout cas, au contraire, il a des possibilités et il offre un cadre de vie très particulier, très recherché, qui doit pouvoir continuer d'exister. Alors, une question toujours sur le PADD. Effectivement, sur le cas Pimbron, il n'y a que 3 lignes dans le PADD, mais plusieurs questions à ce sujet-là. Qu'en est-il des projets éventuels, ou du moins, alors pas forcément du zonage, mais dans le PADD, qu'en est-il un peu fléché sur ce dossier-là? Alors, pour Pimbron, on a créé un groupe de travail, l'avenir de Pimbron. Donc, nous, on pense le classer en NH3, c'est-à-dire sur le médical, le social, les métiers tournés vers la mer et le loisir, et un peu d'hébergement. Voilà. Mais pas de l'hébergement sur tout le centre de la pointe de Pimbron. Donc, on travaille dessus avec notre groupe de travail. Et les œuvres de Pimbron. D'accord, très bien, merci Monsieur le maire. Alors, désolé si c'était rue du Fan ou route du Fan, effectivement, les cas précis seront bien possibles d'être consultés, notamment dans le cadre du zonage et du règlement précis. Donc effectivement, après, chacun aura un moyen de regarder son cas précis. L'objectif de cette réunion, ça ne va pas être de regarder des cas un peu individuels. On va essayer de répondre plutôt dans sa généralité, mais on va revenir après sur les éléments de zonage, notamment pour voir si les éléments constructibles ou autres. Alors je reviens plus à une question qui était posée au début sur les énergies renouvelables.
Alors qu'en est-il? Alors la question est assez vague, puisqu'on ne parle pas forcément en milieu urbain ou en milieu rural. Peut-être un petit mot de ce qui a été mis dans le PADD sur les énergies renouvelables. Alors, en l'état, le PLU ne s'oppose pas à la création de dispositifs en faveur des énergies renouvelables. Bien sûr, comme tout PLU en France, et puis la volonté de l'équipe municipale étant aussi d'aller vers une dimension environnementale du projet et d'accompagner ça, dans le PADD, on retrouve effectivement le fait qu'on peut développer des énergies renouvelables. Après, concrètement, le PLU n'a pas défini de zone qui s'y prête, non seulement parce qu'on est sur un secteur particulièrement sensible en termes de paysage. Vous avez tout le site des Marais Salants, notamment. Donc, il n'y a pas de volonté de faire, comme vous pouvez le voir sur d'autres secteurs, de parcs solaires, etc. C'est des solutions aujourd'hui qu'on travaille plutôt à l'échelle, on va dire, domestique, des choses qui peuvent être mobilisées en toiture, sur des espaces de stationnement, etc. On sera plutôt sur cet esprit-là. Je peux éventuellement rajouter quelque chose concernant les énergies renouvelables. On a un projet pour créer le centre technique municipal. Et donc, on va mettre des panneaux photovoltaïques de telle manière à pouvoir, disons, générer une énergie qui sera suffisante déjà pour le centre technique et éventuellement, disons, revendable après. Très bien, merci pour ces réponses. On peut aussi préciser qu'il y a beaucoup d'éléments dans le règlement qui permettent d'aller rechercher sur des meilleures conditions d'implantation pour l'ensoleillement, notamment pour améliorer la qualité aussi de construction des bâtiments ou même à l'intérieur sur les performances énergétiques des futures constructions. Donc ça, il y a pas mal de choses que vous pourrez un peu regarder précisément dans les nouveaux types de règlements qui vont être proposés et mis à disposition dans les semaines à venir. Alors une autre question, je réponds rapidement aux questions sur l'enquête publique qui aura lieu en septembre. A priori, oui, c'est toujours cette date-là, fin août-septembre. Donc après, voilà, je réponds en direct. Et le diaporama sera disponible effectivement sur le site et la réunion sera toujours sur la chaîne YouTube de la mairie. Alors j'ai d'autres questions un peu plus générales sur plutôt les analyses du GIEC et 2050. Alors on pourrait avoir un débat plus large, effectivement, à beaucoup plus long terme, sur le devenir des marais, de ses activités aussi, ou même de la ville basse. Je pense que là, on est un peu sur un sujet beaucoup plus loin, sur un débat un peu plus neutre, donc on permet de ne pas forcément aborder ces questions-là qui sont très intéressantes, qui sont de l'ordre du PLU, mais on rappelle bien qu'on est sur 2032, et ça a été un peu pris en compte. Alors Annabelle, un petit mot. Peut-être dire juste que sur ces travaux-là, il y a toujours la question aussi de la territorialisation de ces enjeux. Qu'est-ce qu'on a comme matière pour dire à la Turballe, pour projeter ça à la Turballe? On connaît les tendances, mais concrètement, nous, dans le PLU, est-ce que ça nous dit là où tirer le trait? Pas toujours. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la Turballe, vous avez quand même un plan de prévention des risques littoraux qui a travaillé justement sur l'érosion marine, sur les risques de submersion aussi, avec des choses très scientifiques, de projection, etc. Donc vous êtes déjà un territoire qui a pu prendre en compte, en l'état des données, des projections, etc., un certain nombre de risques qui peuvent vous toucher. Après, effectivement, sur le pas de temps, en termes de mutation du modèle, ça, c'est même une question qui nous concerne tous, qu'on soit habitants, professionnels, etc., sur nos actions aussi. Donc on est plutôt sur un pas de temps, on l'a en tête. Très clairement, le code de l'urbanisme, vous voyez, parle érosion de la biodiversité, préservation des choses. On travaille sur la modération de l'imperméabilisation des sols, qui est d'ailleurs un des sujets qui a été ajouté, j'y reviendrai, dans le projet, parce que c'est une des préoccupations des élus, sur la gestion de l'eau aussi. Enfin, je vais revenir sur ces points-là plus précisément, mais il y a quand même, on est dans cette tendance-là. Un petit rappel pour protéger les marais salants. Actuellement, ils sont protégés par la digue de Pimbron. Donc ça n'a rien à voir avec notre réunion. Mais on va engager des travaux sur cette digue qui est très abîmée, à peu près 200 000 €, avant l'été, j'espère. Protéger nos marais et nos paludiers.
Alors juste pour compléter un peu sur les différentes questions aussi là-dessus, il y avait la question d'un arbre des arbres et des espaces verts qui pouvaient être un peu altérés par cette densification qui était un peu à marche forcée, qui sont vraiment inscrites dans les différentes lois très récentes et aussi dans le SCOT. Ça a bien été pris en compte aussi pour rappeler avec le groupe de travail sur le fait qu'on ne voulait pas forcément densifier la ville à outrance et qu'on a bien opéré ça. Je pense qu'on va peut-être même rentrer un peu dans le débat sur les différentes règles qu'on a mis en place dans le cadre du règlement et aussi dans les OAP pour voir justement comment on arrive un peu à la fois densifier, à la fois construire encore des nouveaux logements, mais comment on a préservé aussi une gestion durable des espaces de la ville. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet suite à ces éléments de mise en contexte pour que vous compreniez comment on a travaillé et puis quel est le calendrier. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous faire le lien entre les grandes orientations, les objectifs du projet et puis les outils qui ont été mobilisés. Ça sera notre dernière partie de présentation. Donc je le disais, je parlais du premier axe, donc la place portuaire avec plusieurs orientations donc, qui sont de préparer la modernisation de l'infrastructure portuaire sur le site portuaire lui-même. Le port, c'est aussi une question de flux de visiteurs, de flux de transit. Il y a plein de questions qui se posent autour du port, du stationnement autour du port. Donc ça, c'est aussi un sujet à prendre en compte dans un port qui présente à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être un port de plein centre-ville, de plein centre-bourg. Justement, on le sait, on a pu constater, la Turballe est un accueil du tourisme lié à cette animation portuaire. Donc de consacrer, c'est un des outils d'attractivité, donc d'inscrire bien le port dans les parcours touristiques, et puis de conforter, le lien est très très lié, les deux choses sont très liées entre le centre-bourg de la Turballe, son côté vivant à l'année, quand on vient, le hors-saison est moins marqué que dans d'autres communes, et notamment parce qu'on a cette proximité avec un port qui vit et qui anime la commune. Donc ce sont des choses que vous retrouvez concrètement spatialisées autour de ça. L'idée d'un centre-ville vivant et à l'échelle aussi d'une commune de 5000 habitants, c'est notamment de le positionner, non pas juste dans le tissu patrimonial du cœur de bourg, des quelques rues, mais de se dire qu'on raisonne justement quand on se projette à 10 à 12 ans, en se disant la mutation qu'on va engager, c'est de se dire que si la population croît, on mobilise des secteurs de projet. Est-ce que notre centre-ville, on ne doit pas le raisonner à une autre échelle et faire un projet plutôt à cette échelle-là? Donc ce sont des orientations que vous retrouvez à la fois qui s'inscrivent en continuité du PLU de 2010, mais qui sont retravaillées. Concrètement, moderniser et placer la dimension portuaire de la Turballe, vous allez retrouver sur le zonage en cours justement cette zone UP qui constitue la zone portuaire qui est couvert aussi par une orientation d'aménagement et de programmation qui est reprise. Ce projet a fait l'objet d'une déclaration de projet, donc le PLU doit se mettre, typiquement l'intègre, le PLU révisé l'intégrera, reprendra les éléments qui ont déjà été actés via cette déclaration de projet. On retrouve une zone, le bourg, un peu patrimonial, mais aussi on retrouvera cette zone UAP sur tous les secteurs un peu patrimoniaux de la commune, finalement les anciens villages, Trescalan, Trévéré, etc. Cette zone UAP, c'est un des éléments de centralité. Aujourd'hui, on a des commerces dans la zone UAP centre-bourg. On n'en a plus dans ces zones cœur de village. Pour autant, le PLU prévoit qu'on puisse aussi animer ces centralités. Si une activité veut s'y implanter, les conditions sont là pour y répondre. Et puis la zone UA, qui est cette zone en parme, en saumon, couleur saumon, qui est plutôt le centre-ville élargi. Justement, et les différences se jouent à la fois en termes de destination, qu'est-ce qu'on autorise, quelles fonctions on permet dans ces zones, mais aussi en termes de gabarit, puisque le choix qui a été fait est plutôt de diminuer, de s'inscrire dans le gabarit un peu patrimonial. On est sur des hauteurs assez basses à la Turballe, mais dans la zone centre-ville élargie, de commencer à engager la mutation
à l'échelle des petits programmes qui sortent, notamment en petits collectifs, de permettre ça. Autre dimension donc, du projet qui est importante, qui est notamment le patrimoine terre-mer vivant à révéler. Donc autant la mer à la Turballe avait été pas mal traitée, explorée, autant justement cette complémentarité avec une zone côté terre aussi active qui fait l'objet d'un projet agricole. Finalement, on a les marais salants, mais on a aussi un arrière la Turballe, un plateau qui est important. Donc le projet porte notamment d'affirmer ce socle, ces grandes entités, de les conserver. Donc on travaille le zonage en ayant ça en tête. De modérer la consommation d'espace, j'en ai parlé, c'est notamment ces réflexions qui sont où est-ce qu'on va en extension, qu'est-ce qu'on préserve, même dans les secteurs qui sont dans l'enveloppe urbaine, quels sont les éléments majeurs à préserver. De travailler sur cette notion de trame verte et bleue, je vais y revenir. D'avoir aussi, quand on parle terre et mer à la Turballe, c'est cette articulation extrêmement intéressante entre les marais salants, la pêche, l'économie plutôt maraîchère et agricole qu'on retrouve aussi sur le plateau. Donc on a différentes dimensions, différentes productions qui font que la Turballe pourrait fonctionner en autonomie, chose qu'on ne retrouve pas typiquement dans toutes les communes. De valoriser la découverte du patrimoine paysager et patrimonial. C'est vrai qu'à la Turballe, on n'est pas une petite cité de caractère, mais néanmoins, on a énormément de traces du passé, de cette identité. Et puis, donc, de limiter la pression sur les milieux naturels. Concrètement, c'est d'affirmer, en gros, qu'est-ce qui compose la Turballe. C'est bien un tissu urbanisé, un plateau agricole dans lequel des marais salants, le côté maritime, et autour de ces grandes entités, on va retrouver effectivement des poches bâties qui offrent des cadres extrêmement appréciés aussi. Et puis le village de Coipéan qui se détache, le village de Brandu, etc. Et puis des logiques de préservation, donc de paysage, de biodiversité, de grands axes finalement où la faune, la flore peut communiquer entre elles, des zones d'échange. Donc concrètement, un des volets importants de la révision du PLU a été de compléter tout le système de protection et d'attention porté à la trame verte et bleue, comme on l'appelle. Donc dans les éléments qui figurent au zonage, il y avait des éléments qui existaient, comme les zones humides qui avaient été déjà repérées, qui ont été adaptés, actualisés, puisque ça fait quand même plus de 10 ans, donc c'était un chantier aussi qui a été mené. Idem sur les espaces boisés. Et puis, vous voyez les petites étoiles rouges, tous les outils nouveaux qui ont été mobilisés pour répondre à ces enjeux. Concrètement, on a travaillé sur les éléments de la sous-trame boisée et bocagère. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le bocage n'était pas particulièrement ni révélé ni protégé. Aujourd'hui, c'est un des axes de projet que de se rendre compte et protéger ce bocage, ces ponctuations boisées, ces bosquets. Et donc, on a des principes de préservation pour les haies, de compensation, parce qu'on est conscient que parfois, il faut pouvoir passer aussi. Et puis d'attention avec tout ce qu'on a pu travailler sur les règles de retrait par rapport aux espaces agricoles et naturels, des éléments pour préserver ces sous-trames. On a travaillé aussi sur le volet bleu de la trame verte et bleue, qui était donc de révéler vraiment le réseau hydrographique. C'est quelque chose qui est énormément porté par le SCOT à l'échelle de la presqu'île guérandaise, de préserver les zones de source, les zones de ruissellement, les axes de cours d'eau. Donc là encore, des règles de retrait et de préservation, c'est-à-dire qu'on va éviter de perturber le lit à la fois pour le porteur de projet, parce que souvent c'est porteur de mauvaises surprises, mais aussi pour la biodiversité, pour justement les événements climatiques peut-être plus accentués. On protège tout particulièrement ces éléments importants du réseau hydrographique. Et puis pour continuer sur cette complémentarité terre et mer, on a eu un travail de refonte aussi des zones agricoles et naturelles, de se interroger sur pourquoi on protège
l'espace agricole, quelle est la vocation, est-ce qu'il y a des secteurs finalement où c'est pas tant l'usage agricole que la vocation naturelle qui est importante. Donc c'est des choses qu'on a travaillées. Là encore, le SCOT a un grand rôle puisque sur le territoire de la Turballe, il préserve un certain nombre d'espaces agricoles. Il traduit aussi le périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et urbains, donc le PEAN pour ceux qui le connaissent, que vous voyez en tacheté vert sur toute une partie du territoire, qui est un outil aussi de reconquête agricole. C'est un outil qui a été mobilisé sur le coteau guérandais, sur la presqu'île, sur cette partie de la presqu'île, notamment parce que sous pression littorale et où l'activité agricole doit être mise en projet et puis préservée. Et puis d'autres secteurs où on est quand même sur les marais salants, sur des sites importants. On est en loi littorale, on a des espaces naturels remarquables qui ont été identifiés par le SCOT, que le PLU reprend, etc. Donc c'était un travail où on identifie les choses, à savoir, et je vais y revenir, que dans les changements par rapport à dans cette mise en compatibilité, simplification et mise à plat du zonage, effectivement, il y a plusieurs zones qui étaient classées en U auparavant, qui sont repassées, ou NH, qui sont repassées, fondues au sein des espaces agricoles et naturels, et j'y reviendrai sur les capacités d'évolution des constructions dans ces secteurs. Parce que le choix est aussi, au-delà des questions de mise en compatibilité, en termes de projets, ce sont des secteurs sensibles, que ce soit au niveau du paysage. En termes de fonctionnement urbain, on sait très bien que c'est des secteurs qui peuvent, dont on est dépendant parfois de l'automobile, etc. Donc on recherche, quand on compose un projet urbain aussi, des capacités. Quand on parlait de la transversalité des thèmes, des déplacements, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on offre des solutions à ces nouveaux ménages de se déplacer, de venir jusqu'aux équipements, aux aménités, à pied aussi. Donc c'est des choses à prendre en compte. Et puis, dernier volet, sur la protection du patrimoine bâti et paysager. Ce sont aussi des éléments nouveaux qui ont été repérés, donc les bâtiments patrimoniaux, donc en gros, souvent des anciens corps de ferme, des murs de clôture, plusieurs maisons de pêcheurs qui forment des petites unités, des traces du patrimoine de la Turballe. Du petit patrimoine, donc les calvaires, les fours, les fontaines. Et puis, on a repéré aussi des arbres qui ponctuent, en fait, c'est vrai que la Turballe, quand on parcourt la Turballe, ça peut être très long. C'est une commune qui est très étirée. Et ces arbres, sur certaines voies, ponctuent vraiment ce linéaire aggloméré. Donc concrètement, pour y revenir, puisque c'était une des questions, et puis c'est vrai que c'est un volet important, en fait, pour bien comprendre le zonage. Si demain je suis classée, j'habite un logement, concrètement, ma maison est située, quand je regarde le plan de zonage en agricole ou naturel, qu'est-ce que je peux faire demain ? Le code de l'urbanisme, dans ces situations-là, a déjà défini un cadre. Je peux bien sûr aménager ma construction, l'étendre ou construire une annexe accolée, puisqu'on est sur un territoire littoral, donc ça induit quelques contraintes. Donc bien sûr dans les seuils qui sont définis dans le règlement, mais en gros on permet quand même une petite évolution. Et puis je peux changer de destination sous réserve que j'ai été bien repéré au document sur le zonage. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'annexe décollée en fond de jardin de la construction principale. Mais sinon, on peut aménager, étendre. Il y a des capacités quand même d'évolution du bâti qui sont bien là pour entretenir, valoriser aussi ces constructions. Mais qui prennent en compte en fait le fait qu'elles ont été créées dans un cadre environnemental et paysager, agricole aussi, très particulier. Autre volet porté par le projet d'aménagement et de développement durable, c'est bien d'affirmer cette station touristique, à la fois touristique et très animée l'été et en saison, mais aussi qui continue à être animée à l'année. Donc c'est traduire en fait le fait qu'on puisse habiter la Turballe, ces villages qui portent une identité,
de développer tout ce qui est lié à l'économie touristique, à la mise en réseau des lieux, donc notamment les déplacements en vélo, à pied, etc. Qu'on puisse travailler et consommer à la Turballe, c'est-à-dire avoir des emplois, favoriser le développement économique. On le rappelle, aussi attendu avec la présence du port qui a un effet levier. Et puis donc garantir un niveau de service et d'équipement à la hauteur du projet et de potentiellement 5000 habitants dans 10-12 ans. Donc ça encore, vous le retrouvez traduit. Sur les grands sujets, donc, on voit notamment sur cette dimension touristique, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du port, du centre-bourg, de tout ce qui est agglomération de la Turballe, mais vous avez aussi des choses qui se situent dans l'espace rural. On a des campings, on a le village vacances, on a effectivement Pimbron, on a l'Auvergnac, on a différentes choses qui participent de la mise en valeur de la commune. Et effectivement, on a les plages qui constituent une centralité à part, etc. Donc, autant d'éléments qu'il convient de protéger, mais aussi d'encadrer dans leur évolution. En termes de communes actives et bien équipées, donc ce sont des choses qui justifient la création, et puis choses qui existaient déjà, d'une zone UL pour loisirs, équipements, etc., qui va concerner tous les équipements. L'idée étant d'assurer que sur ces équipements, souvent parfois privés, parfois publics, on maîtrise aussi, ce ne sont pas des secteurs qui ont vocation à basculer vers du logement, mais c'est bien cette dimension, puisqu'ils participent aujourd'hui d'une armature touristique, il faut les maintenir. Et puis la zone UE, qui concerne la Marjolaine, qui concerne le site du futur centre technique municipal, qui est la zone d'activité liée avec son règlement, liée très adaptée finalement à des activités. Sur la Marjolaine, justement, donc on en parlait tout à l'heure, vous avez ce site dans les changements. Initialement, donc le site était prévu, l'extension de la zone d'activité. Pour vous situer aujourd'hui, le Super U est ici, la rue du Docteur Gouret ici. Donc c'est le site, l'enclave qui se situe au nord. Initialement, je l'expliquais, prévu totalement à vocation d'activité, finalement redécoupé dans le projet qui sera arrêté avec la nouvelle équipe, pour avoir au nord une partie habitat et au sud s'inscrire dans le prolongement et pour les besoins des activités en place. Et donc l'orientation d'aménagement et de programmation dans les changements apportés au dossier va être revue pour correspondre à ça et s'assurer en fait d'un fonctionnement qui soit optimum par rapport au fonctionnement de la zone d'activité et ne nuise pas bien sûr aux riverains et aux quartiers d'habitat qui pourraient se développer. Autre question qui est importante, c'est la question du commerce dans la commune. Le PLU protège le commerce, vise à garantir la concentration commerciale. C'est aussi des sujets qui ont été largement débattus et qui s'appuient en fait sur différents principes, c'est-à-dire protéger le commerce existant qu'on retrouve dans le cœur de bourg, qu'on retrouve aussi aux marges de la zone, ce qu'on appelle UAP, mais aussi dans ce prolongement-là. Dans cette zone cœur de bourg, bien sûr, de pouvoir créer de nouveaux commerces. Quand on sort de cette zone UAP patrimoniale, de pouvoir créer de nouveaux commerces, mais sur des axes qui ont été définis par les élus, qui en gros reprennent les axes principaux. L'idée étant de ne pas commencer à diffuser des flux et de maintenir en fait un parcours marchand dans le projet. Et puis enfin, en zone UE, on a des commerces existants, le Super U, le bricomarché, etc. L'idée étant de permettre l'évolution de ces commerces, bien sûr, de pouvoir s'étendre, de pouvoir être aménagés, de pouvoir vivre, mais de ne pas favoriser l'implantation de nouveaux commerces. Pourquoi ? Parce que, en fait, à l'échelle de la Turballe, on a l'ambition, en gros, de maintenir à la fois le caractère de petit commerce de périphérie que vous avez dans la Marjolaine, qui ne vient pas déséquilibrer ce qui peut se passer dans le cœur de bourg. Donc, de rester, en fait, sur ces complémentarités plutôt qu'une potentielle concurrence. Et dans le reste des zones résidentielles, donc ce qu'on appelle UB, UC, quelles activités pourraient être permises ?
En gros, des activités de service qui seraient compatibles avec la proximité de l'habitat. Et puis des bureaux éventuellement où on considère que ça peut être une piste aussi de diversification et de mixité. Je parlais de la mixité des fonctions. En termes de mixité sociale, toujours dans l'esprit du PLU précédent, du PLU arrêté, dans la logique de mise en compatibilité avec le SCOT aussi. On sait que les rencontres avec les personnes publiques associées précédentes ont permis à la commune d'entendre l'État insister aussi sur ces questions-là, la commune étant soumise à la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain, désormais n'ayant plus de dérogation, payant des pénalités. C'est un sujet du PLU, donc les taux de logements locatifs sociaux ont été majorés sur les grandes opérations, notamment maîtrisées par la commune, par la collectivité. La nouvelle équipe l'a renforcé sur ces secteurs pour répondre aussi aux attentes de l'État, mais aussi être conscient que l'habitation à loyer modéré s'adresse à un large panel de publics, et que c'est aussi le locatif est une source de résidents à l'année, donc permet aussi de s'assurer justement une population qui pratique la turbale toute l'année, ses équipements, remplit les écoles, etc. Et enfin, dernier axe, donc garantir la qualité du cadre de vie, l'amplifier. Donc on l'a dit, c'est bien offrir le choix d'habiter la ville, la campagne, un quartier en particulier. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le zonage permet ça. On peut habiter en campagne de la Turballe, on peut racheter dans l'ancien, on peut développer de nouvelles constructions, on peut habiter à Aquapéan, habiter dans le cœur de bourg, etc. Développer la qualité des tissus urbains en étant conscient que chacun a un peu son identité. Nouvel axe qui est mis en avant par les élus, limiter l'imperméabilisation des sols. C'est une préoccupation qui va être renforcée dans le PLU. Pourquoi ? Parce qu'on gère mieux les eaux pluviales, notamment, mais ça a aussi des effets particuliers sur la filtration des eaux, limiter l'effet de chaleur, etc. Donc favoriser l'infiltration des sols a plein d'avantages. Donner la possibilité de se déplacer autrement, c'est la question des déplacements, et puis bien sûr limiter la vulnérabilité aux risques, pollution et nuisances, à travers leur prise en compte finalement dans le projet et dans les règles. Donc sur ces éléments, vous allez retrouver un peu la mise en relief que j'évoquais sur la constitution du zonage. J'ai déjà parlé du UAP, de la zone UAP, donc cœur de bourg patrimonial et les villages, de la zone UA, donc centre-ville élargi. On a travaillé dans la continuité aussi de l'ancien PLU sur les zones UB, UC, UCL pour la partie plus littorale. L'idée étant de travailler sur des secteurs où on considère qu'on est sur une sensibilité particulière. On va dire que le UC est souvent, vous pouvez le voir, c'est le rose le plus clair, en transition avec les marais salants, avec les espaces remarquables, avec une coupure d'urbanisation ou certains secteurs. Le plus souvent côté littoral, on est sur un tissu qui a vocation à être plutôt aéré, respectueux du site et de la sensibilité de l'environnement dans lequel les constructions s'inscrivent. Donc on est plutôt sur des règles de retrait par rapport aux limites séparatives, par rapport aux espaces agricoles et naturels. Et puis la zone UB, où c'est là où on peut aussi, on a les secteurs un peu plus denses en termes de densification, bien sûr encadrés. L'idée étant pas du tout de transformer tout logement, tout terrain en multiples logements, mais on a des règles, on travaille en fait sur des règles qui permettent de préserver des jardins. Sur le volet déplacement, on a notamment une OAP thématique qui a été créée sur les cheminements, puisque c'était un élément du diagnostic. Les réunions publiques avaient permis aussi à la population de s'exprimer sur l'importance des chemins creux, etc. Donc on a une orientation d'aménagement et de programmation qui fixe un peu un cadre, des principes de préservation de tous ces cheminements qui mettent en évidence le maillage qui existe même au sein du bourg, ce qui est assez intéressant. Et puis toujours dans ce souci de densifier, oui, parce qu'on cherche à éviter d'aller consommer, mais dans un sens respectueux, on va dire densifier bien,
sans être au détriment des autres. Il y a aussi donc toujours une OAP thématique sur cette question de l'optimisation du foncier qui pose des principes simples à respecter mais qui garantissent des principes de mutualisation des accès, de recherche, de mixité, de diversité, etc. Et donc sur les secteurs de projet, j'en parlais, donc on a réduit certains secteurs. Il se situe principalement dans l'enveloppe urbaine, notion qui est propre notamment au SCOT. Vous les voyez, l'enveloppe urbaine dessinée en rouge ici. Donc ce que j'ai expliqué, seuls le Clos des Simons et le Clos Maurras sont en secteur d'extension. Les autres secteurs sont mobilisés plutôt sur des enclaves, on peut parler d'enclaves urbaines ou des cœurs d'îlots. Donc on retrouvera nos zones à urbaniser. Et puis donc les cœurs d'îlots sont couverts aussi par des orientations d'aménagement et de programmation. Ça peut concerner des terrains publics, ça concerne aussi des terrains privés. Alors, il ne faut pas les confondre avec un emplacement réservé. Ce sont des principes qui sont définis. En fait, le jour où quelqu'un veut faire bouger ou faire quelque chose sur son terrain, il faut être compatible avec les principes qui sont inscrits, donc ne pas faire quelque chose qui s'y oppose. Pourquoi on les met sur certains secteurs? C'est parce que c'est des secteurs où il peut être opportun de penser à l'avenir et à un principe de liaison douce, un principe d'accès, de prendre en compte, il y a quand même des éléments végétaux qui sont importants et qui doivent être respectés. Bref, des enjeux qu'on a du mal à traduire dans un règlement de zone, par contre sur le secteur qui permet de réfléchir aux problématiques propres à ce secteur-là en particulier. Et puis dans les changements apportés donc, par rapport au projet arrêté, cette notion d'OAP sur le secteur nord de la Marjolaine Est, donc au sud du hameau de Bellevue, et d'un principe justement de travailler sur la préservation du cadre végétal, mais de proposer une opération de logement qui mêle densité et qualité justement de cette trame, d'organisation autour d'un cœur d'îlot, etc. Donc c'est des réflexions en cours sur ces secteurs que vous retrouverez. J'ai parlé de l'OAP cheminement et pour finir, qui est complété dans les autres outils mobilisés, chose que vous pourrez voir, c'est aussi comment on met en œuvre le projet. Dans les outils qui sont mis à la disposition des élus, il y a aussi l'emplacement réservé, donc qui mentionne des bénéficiaires, notamment publics, ça peut être le département, la commune, etc., pour se saisir de certains terrains, notamment pour des raisons d'amélioration de l'intérêt public, ou à la Turballe, ça a été c'est à la marge sur des secteurs notamment d'élargissement de voirie, énormément sur des choses comme ça, ou alors de création d'équipements publics, comme les réflexions sont en cours sur notamment un projet de caserne. Et en termes pour finir, chose qui est aussi mentionnée au document graphique, en matière de risques et nuisances, donc pour rappel, le PPRL, donc plan de prévention des risques littoraux, qui va toucher à la Turballe d'infimes franges le long des marais salants et puis le long des plages en fait, donc en lien avec l'érosion marine et la submersion, et puis des marges de recul assez traditionnellement, je dirais, le long des routes départementales qui se retrouvent aussi pour maximiser la prise en compte et l'information des habitants sur ces sujets-là. Hop. Donc on va faire notre pause questions. Très bien, merci. Alors, il y a une question ou deux qui viennent d'apparaître seulement. Je vais me permettre de faire un petit point sur une question qui était liée auparavant aux arbres, où on nous demandait, notamment sur la densité et sur la densification surtout, qu'un arbre de 200 ans abattu produisait autant de vie, biodiversité, puits de carbone, vapeur d'eau, etc., que 2000 arbres replantés.
Alors ça a bien été pris en compte aussi sur les arbres existants. Alors je me permets de répondre un peu, puisqu'on avait travaillé un peu avec les élus sur ça. On a bien deux notions. On a à la fois du zonage. Je vais faire la distinction entre un zonage, notamment un zonage naturel. Le zonage naturel ne permet pas de construire, à contrario d'un zonage en urbain. Ce qui a été travaillé avec les élus, c'était pas forcément de travailler sur des zonages naturels en milieu urbain, hein, c'était de conserver des zonages U, sur lesquels on a rajouté ce qu'on appelle des trames. Et Annabelle a présenté tout à l'heure plusieurs types de trames ou de prescriptions. Donc voilà, il y a des arbres remarquables, il y a des haies ou encore des boisements qui sont préservés, puisque forcément en zone N, on ne protège pas le milieu, on protège uniquement ce qu'on appelle le caractère naturel de la zone. Or, quand vous rajoutez une trame par-dessus, vous allez protéger vraiment le milieu, c'est-à-dire si c'est un milieu comme une forêt, par exemple, vous allez protéger, ou un milieu humide, par exemple, vous allez protéger le milieu. Et ça, c'est une notion qui a été travaillée vraiment très récemment et qui est beaucoup plus, on va dire, qui est beaucoup plus, mieux de travailler de cette manière-là pour vraiment protéger ce qui a trait de la biodiversité. Donc, c'était un peu pour répondre à cette question-là sur les arbres qui sont protégés ou autres. Notamment sur les arbres remarquables. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils un peu nouveaux qui permettent de protéger un peu mieux ces composantes de la trame verte et bleue pour la biodiversité notamment. Alors ça, c'était juste une petite parenthèse et je reviens à la question de Anaël qui demande s'il y a des projets notamment et des fonciers pour créer des lotissements qui seraient réservés à des primo-accédants. Mais pas forcément du coup la réponse en logement social, vraiment d'autres types de projets ou de secteurs qui seraient réservés à des lotissements communaux en gros. Allez-y, monsieur le maire. Oui, donc effectivement, sur la Marjolaine, en haut de la Marjolaine est-ouest, carrément au-dessus, et aussi quand on se trouve sur la route du docteur Gouret, donc tout à gauche. Donc on pense faire à peu près 60 logements, à peu près, hein. Donc, on va proposer du bail amphithéotique. Hein, donc, c'est nouveau en France. On va proposer ça. On va proposer après du privé, hein, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un terrain suivant vos revenus. Hein, ce qui a été fait au lotissement de Bellevue un petit peu. Et puis, donc, vous pourrez après construire, choisir on va dire un architecte ou un constructeur, de votre choix, et puis de l'allocation avec achat après. Voilà ce qu'on va vous proposer. Peut-être que pour compléter, c'est des choses qui, comme j'ai dit, ont été travaillées dans le projet. Le PLU pose les bases qui après vont être travaillées sur le montage technique, financier, opérationnel par les élus. On a eu une politique d'acquisition foncière qui permet de maîtriser des opérations sur lesquelles ces dispositifs innovants vont être travaillés. Bien sûr. Alors du coup, on a une question en direct. Sous quel délai? C'est à peu près ça qui est la question qui est posée justement en direct. Alors, les délais, c'est quand même assez long parce qu'il y a des études à faire, des études de terrain, les milieux humides. On en a un petit peu dans ce secteur. Oui, je pense, oui. On a des milieux humides. On va dire délai. Moi, je dirais 4 ans, 5 ans. Donc, c'est quand même assez long. Mais bon. Après, il faut bien commencer. Très bien, merci pour cette réponse. Une autre question sur le développement de Coipéan. Est-il en contradiction avec le blocage qu'il y aurait route du Fan? Non, parce que le SCOT a bien identifié en fait Coipéan, tout comme Brandu, comme des agglomérations existantes, enfin des villages. Et du coup, de toute façon, Coipéan ne va pas s'étendre, mais la densification est possible dans ce qui existe, en fait, ce qu'on appelle l'enveloppe urbaine, au sein de l'existant, en fait. Bien, merci pour ces réponses. Peut-être d'autres précisions à apporter, puisque nous n'avons plus de questions en direct. Alors, d'autres précisions pourraient pu être fait prévues sur des questions auparavant ou autres, ou peut-être un mot sur la globalité et une intervention. Oui, éventuellement, on parlait des logements donc, concernant les primo-accédants. Par contre, sur le locatif,
Il y aura donc systématiquement 30% de réservés pour le locatif aidé, dès lors qu'il y aura plus de 5 logements en projet, c'est-à-dire pour les lotissements notamment. Il y aura donc 30%, au-delà de 5 logements prévus, il y aura donc 30% qui seront réservés pour le logement aidé. Très bien, peut-être du coup nous avons un point global sur le planning et l'avenir de cette procédure de révision de PLU. Donc, comme évoqué, donc la suite, je dirais, c'est dès demain, si vous souhaitez réagir. Vous avez donc, comme je le rappelle, le registre en mairie. L'exposition va être complétée la semaine prochaine, a priori, avec les documents évoqués, un plan de zonage synthétique notamment, ce qui vous permet encore de réagir. Le micro a été effectivement éteint. Est-ce que tu peux nous répéter ça en 30 secondes? Donc sur toute la totalité. Ouais. Voilà. Donc ce que je disais, le rendez-vous, la suite, c'est dès demain si vous le souhaitez, en participant sur le registre en mairie. Vous pouvez prendre connaissance des documents qui sont affichés. Ces documents vont être complétés là dans la semaine prochaine a priori. On fait les choses en avançant puisqu'on travaille. Et donc complété, vous pouvez réagir jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à l'arrêt en conseil municipal du 25 mai, pardon. Donc au 25 mai, où le dossier sera donc arrêté par les élus. Il partira ensuite dans les circuits administratifs. Comme je l'ai dit, épluchés, etc. Et pour les habitants, le grand public, le rendez-vous à avoir en tête, c'est plutôt l'enquête publique qui aura lieu en septembre. Enquête publique, a priori début septembre. Bien sûr, il y aura des communications pour l'annoncer. Et vous pourrez à la fois consulter les documents dans la pièce liée à l'enquête publique, mais aussi sur le site internet de la commune, tous les documents seront présentés, donc, ce qui offre différentes possibilités d'accès et d'intervention, pour le coup, peut-être sur des choses plus ponctuelles, sur des parcelles en particulier et des choses comme ça. Ce qui amènera donc un mois d'enquête publique, un mois qui est laissé au commissaire enquêteur pour faire son rapport. Suite à quoi les élus, et nous les accompagnerons pour savoir quelles modifications on apporte, quelle suite on donne, à la fois à ce que les personnes publiques associées ont pu demander, la population aussi, pour arriver sur un dossier approuvé en conseil municipal puis applicable à la fin d'année, en fin d'année 2021. Alors, juste avant de conclure, donc effectivement, il y avait des dernières questions qui sont arrivées au dernier moment. Bon, on ne va pas forcément y revenir, puisque effectivement, sur la notion de la route du Fan et la densification, on y a déjà répondu tout à l'heure, notamment en lien avec le SCOT, qui n'identifie pas ça comme un secteur urbanisé, donc on ne peut pas densifier ce secteur. Les autres éléments sur effectivement les prévisions à long terme, ça on y avait déjà répondu auparavant, donc je pense que là il n'y a plus de questions. Le son est revenu, donc merci Annabelle en tout cas pour avoir répété ces éléments, et monsieur le maire, je vous laisse conclure du coup cette réunion publique. Merci Madame Fleury. J'espère que la présentation vous a éclairé sur nos orientations et notre vision sur l'avenir de la Turballe.
Vous avez été plus de 53 personnes à nous écouter, échanger ce soir. Donc je vous en remercie et vous souhaite une bonne soirée.